parler en quelques minutes de quelques idées reçues sur l'hypertension artérielle que je voulais partager avec un auditoire cardiologique pour essayer de régler deux, trois problématiques liées à la prise en charge de cette maladie très fréquente en ce moment. La première sur laquelle je voudrais revenir, c'est que la cause principale du non-contrôle tensionnel, c'est l'inobservance. La seconde sera de dire que tous les médicaments au sein d'une classe thérapeutique se valent. Et la troisième, pour parler un peu d'actualité, de dire que la dénervation va être la panacée d'hypertension artérielle résistante. On va attaquer d'emblée par le premier sujet, la première idée reçue, de dire finalement si on est à 50% de non-contrôle tensionnel en France, dans un pays dit développé, avec un PIB intéressant et un budget santé enviable, on est à 50% et c'est de la faute aux patients. C'est vrai que depuis longtemps, on dit que les problématiques d'observance dans les maladies chroniques sont un vrai sujet, avec effectivement l'impossibilité pour les traitements ordonnés par les médecins d'agir si les patients ne les prennent pas. Je voudrais juste, au risque de me faire encore quelques amis, dire que les médicaments ne peuvent pas marcher si les médecins ne les prescrivent pas, et c'est probablement un sujet d'importance dans le domaine de l'hypertension artérielle. On avait fait un papier il y a quelques années avec plusieurs experts internationaux pour essayer de définir les causes du non-contrôle tensionnel. Et c'est vrai qu'il y a des facteurs liés aux patients, l'adhésion en est un, avec ses différents aspects qui peuvent être financiers, qui peuvent être des réticences aux médicaments, etc. Il y a des facteurs liés au traitement. On sait que dans l'hypertension, aujourd'hui, on n'a pas assez de nouvelles molécules pour les formes nouvelles d'hypertension artérielle, en particulier du sujet âgé, liées à la rigidité artérielle. Mais on sait aujourd'hui de manière extrêmement impactante que l'inertie thérapeutique, c'est-à-dire les facteurs liés aux médecins, jouent pour une très large part dans le non-contrôle tensionnel. Quelques exemples pour ça. Une étude qui avait regardé via IMS les prescriptions des médecins généralistes dans différents pays européens et des États-Unis. Et vous voyez que on avait déjà à l'époque, c'était 2007, un peu moins d'un hypertendu sur deux au contrôle tensionnel en France. On était à 63% aux États-Unis. Mais on était à l'époque les champions d'Europe, on peut dire. Mais vous voyez que on avait un taux d'inertie thérapeutique, autrement dit un nombre d'ordonnances pour lesquelles il aurait fallu modifier le traitement plutôt à la hausse parce que les chiffres tensionnels en consultation n'étaient pas l'objectif. Et ben, ce taux d'inertie était de 85%, puisque seuls 15% des ordonnances de ces médecins généralistes français étaient associées à une titration des traitements en cas de non-contrôle tensionnel. Ces données sont corroborées par plein d'autres études plus récentes. Une autre qui donne un autre aspect de nos habitudes de prescription en France. Vous voyez, un peu plus récente, on est en 2019, on compare également plusieurs pays. On est là à 55%. En France, on est à 67% de prescription de monothérapie en initiation de traitement. On est donc les champions d'Europe de la monothérapie. Et ça se voit pourquoi c'est un sujet, parce que cette première prescription reste souvent la même, avec des rotations de monothérapie qui sont l'apanage des prescripteurs français et très éloignés par rapport à d'autres pays émergents qui écoutaient un peu plus les recommandations. Pour aller enfoncer un peu le clou, on parle beaucoup d'hypertension non contrôlée. On avait fait à l'époque une photographie un peu plus détaillée de ce qui se passe en France, et c'est toujours le cas. Vous voyez que quand on parle d'un hypertendu sur deux contrôlé et qu'on regarde et qu'on détaille le nombre de médicaments qu'il prend, ils le sont sous 1, 2 ou 3 médicaments. C'est la définition de l'hypertension contrôlée. L'hypertension résistante contrôlée étant des gens qui sont contrôlés sous 3 médicaments et plus, vous voyez qu'ils sont très largement minoritaires. Quand on regarde le grand contingent des hypertendus non contrôlés, 40% des hypertendus ne sont contrôlés, mais sous 1 ou 2 médicaments. Autrement dit, ils n'ont pas eu la titration nécessaire pour aller débattre d'une hypertension artérielle résistante, d'un nécessaire bilan à la recherche de causes d'artère-résistance et des causes secondaires. Et donc, vous voyez que finalement, les hypertensions résistantes dans le panel français sont relativement minoritaires, tout simplement parce que les docteurs n'ont pas titré jusqu'à 3 médicaments, comme les recommandations le disent.
J'ai insisté un petit peu parce que ce facteur inertie thérapeutique est probablement la marge de manœuvre la plus importante qu'on a à notre disposition aujourd'hui pour modifier le cours des choses et modifier de manière substantielle le pourcentage d'hypertendus dépistés, traités et contrôlés, puisque dans cette étude un peu ancienne, on dit que si on diminuait l'inertie de 50%, autrement dit, si en France on passait de 15% de titration lors des visites de suivi à 30%, on pourrait passer de 45 à 66% d'hypertendus contrôlés en un an. Deuxième idée reçue, au sein d'une classe thérapeutique, toutes les molécules se valent. Alors, on a l'impression, en particulier les jeunes générations qui font l'économie d'apprendre la finesse de la pharmacologie cardiovasculaire, semblent retenir une molécule au sein de chaque classe et la prescrivent. Est-ce qu'elles ont raison? Je vous renvoie aux dernières recommandations françaises dans lesquelles on avait insisté, on avait écrit cette phrase que personne n'a retenue au passage, qui disait clairement, au sein d'une même classe, il existe des différences pharmacologiques en termes de durée d'action entre les médicaments qui peuvent avoir des conséquences sur l'efficacité et la tolérance et doivent être pris en considération. Ça renvoie à des données que nous, on voyait quand on était interne et jeunes chefs de clinique, puisqu'elles faisaient l'objet d'un marketing de l'industrie pharmaceutique, qui était le rapport Val-Epic, à une époque où au sein de chaque classe, il y avait des molécules pionnières qui commençaient à être dépassées par des molécules qui arrivaient après et qui avaient l'avantage d'être clairement des monothérapies. Il y en a des monoprises, pardon. Il y en a dans chaque classe thérapeutique. Le propos ne pas de les détailler ici, mais pour vous montrer quand même comment l'amalgame entre les molécules peut aboutir à des vraies défaillances en termes de qualité d'efficacité. Vous voyez par exemple dans les artans, on aurait pu prendre un autre modèle également, vous voyez des différences en termes d'efficacité, de contrôle tensionnel entre différentes monothérapies par artan, tout simplement, probablement comparables, tout simplement parce que certaines d'entre elles, les pionnières en particulier, peinent à durer 24 heures et donc clairement ne permettent pas de contrôler correctement les patients. Donc ces données, malheureusement, elles sont à connaître, donc il y a un minimum de connaissances à avoir. Elles ont été d'ailleurs, ces connaissances, résumées dans les recommandations 2017 de l'ACC qui ont listé toutes les molécules disponibles aux États-Unis et vous voyez que de manière fort polie, elles insistent sur certaines molécules pourtant très utilisées, y compris par des jeunes générations comme l'enalapril, le ramipril, qui, si elles devaient être données dans l'hypertension, devraient être données en 2 prises. Je ne parle même pas de la triprise du captopril qui est plus utilisée dans ce domaine. Mais tout ça pour dire qu'à une époque où on privilégie les monoprises et les associations fixes, ces molécules datées devraient être, dans la majorité des cas, écartées de nos prescriptions, au profit d'autres qui durent clairement 24 heures. C'est le cas aussi, bien entendu, pour les IEC, qui est une classe plus antérieure, avec beaucoup moins de molécules qui durent clairement 24 heures. Clairement, c'est les 3 dernières sur ce tableau qui durent honorablement 24 heures. Ça a des conséquences très pratiques. Il y a l'étude OnTarget qui a planté le clou de l'amalgame entre les IEC et les artans. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais qui a comparé un excellent artan en termes de durée d'action, le telmisartan, versus un ramipril daté qui aurait dû être donné en 2 prises s'il voulait être comparé. Et vous voyez dans des études de MAPA qui ont précédé l'étude OnTarget, il y a des différences de l'ordre de 4 mm de mercure au cours des 8 dernières heures de la nuit en faveur du telmisartan et qui ont d'ailleurs clairement avantagé le telmisartan dans cet essai. Dernier point, la dénervation. On en parle beaucoup et en particulier dans le milieu cardiologique interventionnel qui est là pour régler les problématiques de nos finalement 50% d'hypertendus pas contrôlés. Est-ce vrai? Il y a eu des heures de gloire, des hauts et des bas, il y a eu des ascenseurs émotionnels vis-à-vis de cette technique. On a aujourd'hui suffisamment de recul pour affirmer des choses. Affirmer des choses, c'est qu'en moyenne, vous le voyez en bas dans les derniers essais proprement faits dans différents types de pathologies qui ont inclus un nombre substantiel de patients, la réponse, vous voyez, dépasse jamais les 7 mm de mercure au cabinet pour la systolique. Et si on reporte ça sur les 24 heures, on est de l'ordre de 4 à 5 mm de mercure. Autrement dit, c'est en haut à droite, les derniers essais dans la dénervation disent clairement qu'une dénervation, ça correspond à peu près à une molécule en plus sur l'ordonnance de votre hypertendu difficile à contrôler.
Même plus clairement, si on regarde le dernier essai coordonné par Michel Azizi, publié dans le JAMA, vous voyez des patients que vous allez retrouver, 52 ans d'âge moyen, trithérapie, quadrithérapie, pentathérapie pour la majorité d'entre eux. Ils partent de 160 sous ce traitement, un contingent d'apnéique du sommeil important. Quand on regarde ce qu'a fait la dénervation dans cette étude très proprement faite, vous voyez que la différence est non significative. Elle est sur la mesure ambulatoire de l'ordre de moins de 3 mm de mercure. De l'ordre de 4 mm de mercure, et elle atteint la significativité sur les données d'automesure tensionnelle, ce qui est un résultat en soi, mais c'est ça l'amplitude de résultat. L'autre résultat, vous voyez ici les individus qui ont été inclus dans l'étude, avec les patients en bleu foncé, ceux qui sont sous spironolactone, et les autres en bleu clair, ceux qui ne le sont pas. Vous voyez les amplitudes de baisse en A des patients du groupe d'énervation et les amplitudes de baisse ou de hausse dans le bras sham. Ce qu'on peut retenir, c'est que les profils sont globalement similaires, d'où le résultat non significatif. Mais vous voyez qu'il y a un peu moins de patients dans le bras d'énervation qui ont eu besoin d'aldactone dans leur arsenal, l'aldactone qui étant une molécule qui peut induire des effets secondaires suffisamment importants pour empêcher en particulier les hommes d'en prendre au long cours. Donc, vous voyez comment on place la dénervation aujourd'hui en termes d'amplitude. C'est clairement pas la panacée dans la prise en charge de ces hypertendus difficiles à contrôler. Ça remplacera jamais les médicaments en revanche, ça rajoute une possibilité thérapeutique en attendant de nouvelles molécules qui pointent leur nez actuellement dans ce domaine. Donc, pour résumer, la cause principale du non-contrôle tensionnel c'est l'inobservance, c'est faux. C'est une idée reçue qu'il faut combattre. Le problème, c'est essentiellement nous, médecins prescripteurs. Au sein d'une classe thérapeutique, toutes les molécules se valent. La réponse est clairement non. Et on a un devoir de renouvellement par les formations de la pharmacologie cardiovasculaire, des molécules très fréquentes qu'on utilise au quotidien pour leur dédier à nos patients les meilleures molécules, les plus optimales pour simplifier leur prise et favoriser les monoprises. La dénervation va être la panacée de l'hypertension résistante. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu, de pondérer un petit peu l'enthousiasme ambiant dans certains domaines de la cardiologie interventionnelle. Voilà ce que je voulais vous dire pour vous regretter une fois de plus de ne pas être parmi vous et de répondre à vos questions en direct. Et vous avez mes coordonnées si vous avez besoin d'informations supplémentaires concernant ce topo. Je vous remercie. Merci, professeur Mourad, pour ce topo qui est parfaitement présenté. Et effectivement, donc c'est vraiment très clair. Et je suis entièrement d'accord avec vous sur l'enthousiasme actuel pour la dénervation rénale. On a un produit qui a obtenu le remboursement. C'est un peu inattendu, je pense, sur les études que vous avez présentées, alors qu'on a des difficultés pour rembourser des traitements qui réduisent la mortalité de beaucoup dans d'autres pathologies et qui coûtent aussi cher et sur lesquels on a des difficultés de remboursement. C'est toujours quelque chose qui est assez étonnant. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Comment vous monitorez la pression artérielle chez vos patients? À quel moment vous dites que vous êtes satisfait? Parce qu'on sait que la pression artérielle au cabinet est très mauvaise. Quelles sont vos habitudes? Aujourd'hui, je ne mesure quasiment plus la pression au cabinet, sauf quand j'ai l'impression que le patient va me prendre pour un mauvais médecin si je ne le fais pas. La seule mesure que je fais, et pour le coup, j'y mets du temps, en particulier chez les sujets âgés, chez les sujets sous 3 médicaments et plus et les diabétiques, c'est une mesure assis debout pour dépister l'hypotension orthostatique, qui est un élément que les patients ont encore de la peine à faire en automesure. Et ça m'amène l'information substantielle, additive, on va dire, par rapport à des bonnes mesures faites au domicile de la pression artérielle. Merci. On a une question dans l'Assemblée. Oui, bonjour. J'ai une petite question pratico-pratique parce que dans l'Assemblée, il y a des médecins généralistes, il y a des cardiologues. Je voulais savoir si vous aviez à choisir 4 thérapeutiques, lesquelles vous metteriez sur votre ordonnance, dans quel ordre, pour un patient hypertendu qui doit être suivi en ville. Qu'entendez-vous par 4 thérapeutiques? Vous voulez 4 noms de molécules, donc une molécule par classe? Oui, exactement. C'est ça. Alors, c'est compliqué comme exercice parce que là, déjà, je me fais pas beaucoup d'amis en disant que les médecins sont inertes. Mais là, si je commence à citer des molécules, vous allez me mettre à dos l'industrie pharmaceutique qui n'est plus très existante. Donc, je me lance parce que votre question est pertinente.
Le vrai sujet, alors il y a des classes faciles. Les dihydropyridines, l'amlodipine est aujourd'hui avec la lercanidipine les deux molécules à privilégier. Retenez quand même que l'amlodipine a un effet dose plus intéressant que la lercanidipine, mais les deux durent clairement plus de 24 heures, l'amlodipine étant celle qui dure le plus longtemps. Dans les diurétiques thiazidiques, c'est pas très compliqué, il n'y en a pas 10 000, il y en a deux, il y a l'hydrochlorothiazide et l'indapamide. On dit classiquement que l'indapamide est à avantager, en particulier dans les pays où il y a beaucoup d'exposition au soleil en raison de l'absence totale de signal vis-à-vis des cancers cutanés et d'une démonstration plus intéressante dans les essais thérapeutiques récents dans l'hypertension d'usage de ce diurétique. Dans les bêta-bloquants, dans l'hypertension artérielle, j'insiste, parce que ça peut être un autre domaine dans l'insuffisance cardiaque et dans la coronaropathie. Aujourd'hui, le chef de file, c'est clairement le bisoprolol, qui a l'avantage de pouvoir être titré avec différents dosages bien adaptés. Dans les IEC, comme je vous l'ai montré, les molécules qui durent clairement 24 heures et qui ont en plus des gammes, ce qui est aussi intéressant parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut qu'ils aient des gammes suffisamment nombreuses pour être associées à des diurétiques ou à des inhibiteurs calciques. C'est clairement aujourd'hui le perindopril qui a la gamme la plus complète, qui a les essais thérapeutiques les plus récents et qui a une durée d'action qui l'autorise à être donnée une fois par jour. Ce qu'il faut vraiment essayer d'arrêter de prescrire, c'est l'enalapril, et je le regrette, le très sacralisé en milieu diabétologique ramipril, parce que vous traitez les gens 12 heures, ou alors vous le donnez en 2 fois par jour. Dans les Artans, il faut donner les derniers. L'olmesartan a été déremboursé, donc il ne fait plus partie de la liste, mais il était excellent en termes de durée d'action. Aujourd'hui, nous privilégions plutôt candesartan et telmisartan, parce que non seulement ils durent largement 24 heures, mais ils n'ont pas l'effet bol alimentaire que peut avoir le valsartan, le losartan étant très clairement aujourd'hui insuffisant pour durer 24 heures. Voilà, j'espère m'être mis à dos beaucoup de gens, mais c'est en tout cas mon sentiment. Merci beaucoup, c'est très pratique. Il y a une question de Alain. Oui, Oui, Alain, oui. c'est moi. Une question pratique sur la MAPA, s'il vous plaît. Le matin, vous conseillez aux patients de prendre la pression artérielle en automesure au lever ou après le petit déjeuner? Alors, c'est une super question pratique, là encore, et très utile. L'idée je vous rappelle, on leur dit la règle des 3, donc à la fin, on pourrait dire il nous faut une moyenne de 18 mesures et que ça soit en dessous de 13,5, 8,5. En fait, on peut avoir une information additive et ça rejoint le commentaire précédent. Vous pouvez avoir des gens qui font des mesures le matin et on leur demande de le faire sûrement pas au premier lever avant d'avoir pissé parce qu'ils vont avoir le pic adrénergique. Il faut qu'ils aient pris, qu'ils aient vidé leur vessie, qu'ils se posent tranquillement dans le salon, pas le chien autour d'eux, pas le conjoint qui regarde par-dessus l'épaule, pas CNews qui raconte des horreurs à la télé. Vous êtes tranquille, assis 5 minutes, vous n'avez pas encore pris votre traitement du matin. Pourquoi? Parce que ces 3 mesures que vous allez avoir en repos vont vous donner l'efficacité du médicament de la veille. Et pour ces patients qui prennent par exemple des molécules à courte durée d'action, vous risquez d'avoir des chiffres tensionnels le matin dans ces conditions élevées et des chiffres du soir plutôt corrects. Et si vous avez cette divergence, même si la moyenne est correcte, vous avez un signal supplémentaire que les médicaments qui sont donnés en monoprise le matin ne couvrent pas les 24 heures. Et là, vous allez évoluer dans votre prescription pour leur donner des molécules à plus longue durée d'action. Donc, en pratique, le matin, pas au premier lever, mais à distance du premier lever, mais sans avoir pris ces médicaments, le soir, avant de se coucher tranquillement. Merci. Est-ce que vous avez une préférence pour la prescription le matin ou le soir? Maintenant, aujourd'hui, tout est donné le matin. Il y a quelques nuances. Il y a eu un débat sur la chronothérapie entretenu par un auteur espagnol qui s'est mis, alors lui, à dos tout le monde, parce que tout le monde le suspecte de frauder ses publications. Il a même fait l'objet d'une contre-publication publiée à l'ESC qui a trouvé des résultats opposés à ce qu'il avait régulièrement démontré. Aujourd'hui, il n'y a clairement aucune preuve que
donner des médicaments le soir, c'est mieux que le matin. On a l'impression que les malades prennent plus fréquemment leurs médicaments le matin que le soir parce que c'est ritualisé à côté de la cafetière ou je ne sais quoi. Il y a quand même un bémol, en particulier chez les patients apnéiques du sommeil, chez les patients qui en MAPA sont non-dippers et qui ont beaucoup de médicaments, avec parfois des pics de baisse de tension en fin de matinée. Il y a une certaine logique à donner soit le Zartan, soit l'IEC, soit un petit peu d'aldactone le soir au sein de cette trithérapie ou quadrithérapie pour écrêter les chiffres tensionnels de la nuit et éviter encore mieux les poussées tensionnelles du petit matin. Donc, en général, tout le matin. Dans certaines situations où l'hypertension nocturne est un sujet, on peut donner un petit quelque chose, plutôt pas diurétique, bien entendu, mais un peu de bloqueur du système, quel qu'il soit, le soir. Et ça peut être aussi le sujet chez des patients fragiles, âgés, chez qui vous avez l'ambition de contrôler la tension, où là, la répartition des doses peut être intéressante aussi. La question très courte, c'est un peu la même question que la première, mais version personne âgée du fait de la médiacalcose et justement de l'impossibilité de perte de résistance en fait, de l'artère. C'est vrai qu'on a tendance en gériatrie à éviter au maximum les nitrés, qui sont très pourvoyeurs d'hypotension orthostatique. Donc ma question, c'est souvent, nous, on a des objectifs beaucoup moins sévères que les vôtres, parce que pour nous, et ça a été démontré et dit par d'autres de vos confrères de PU de cardiologie, l'hypotension est beaucoup plus dangereuse que l'hypertension. Qu'est-ce que vous faites? Alors, je partage à peu près tout ce que vous venez de dire. Je n'ai pas des objectifs sévères pour mes patients, j'ai des objectifs ambitieux. C'est comme les traitements agressifs. Je n'ai pas de traitement agressif, j'ai des traitements ambitieux plutôt pour les patients. C'est affreux. Le milieu cardiologique a utilisé très largement le terme traitement agressif. Je ne sais pas pourquoi, comment ils l'ont accepté. Aujourd'hui, je ne suis pas persuadé, à l'échelon de la population, de dire qu'on est capable de dire que l'hypotension est plus dangereuse que l'hypertension artérielle au sein d'une population donnée. C'est la grande difficulté et l'art que vous avez en milieu gériatrique de devoir identifier à court et à moyen terme ce qui est le mieux pour un patient, parce qu'il y a des zones grises dans ce domaine, puisque, comme vous le savez, la démonstration du bénéfice du traitement, elle est incontestable chez les plus de 80 ans, mais qui ont été inclus dans les essais, c'est-à-dire les gens plutôt fit et pas les fragiles, institutionnalisés, etc. Donc, chez ces patients, il y a des zones grises. On recommande que c'est vrai que, la première chose difficile à évaluer, c'est le niveau tensionnel chez ces patients, parce qu'il est beaucoup plus volatile. Et je passe mon temps à corriger des tentations dans le service d'aller rajouter des traitements sur le seul fait d'un pic tensionnel matinal pris à 6 heures du matin par une infirmière. Donc, attention à l'évaluation du niveau tensionnel. Deuxième chose, on ne dit pas plus de 3 médicaments antihypertenseurs chez le sujet de plus de 80 ans fragile, et en vérifiant de manière impérative, et ça rejoint ce que je vous avais dit au début, la recherche d'hypotension orthostatique qui, même en milieu gériatrique, parfois bien menée, est rarement faite. Super. Merci beaucoup, professeur Mourad. Merci à vous.